Le 23 avril dernier, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne se sont accordés sur une législation qui va concerner les services numériques. Ça s'appelle le Digital Services Act, le DSA pour faire court. Et on en parle, on va voir ce qu'il en est de ce DSA pour l'instant avec Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, consultant aussi spécialiste en stratégie du numérique. Et à vos côtés, Anne Cousin, avocate associée du cabinet Herald, experte en droit du numérique et de l'innovation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question déjà, est-ce que ça vous semble apporter un changement conséquent, l'arrivée de ce DSA, l'arrivée promise pour l'instant de ce DSA? Est-ce que je peux dire oui et non? Oui, bien sûr, évidemment, on est dans la nuance. Alors oui, parce que en fait, on a quand même 20 ans d'expérience depuis la directive e-commerce. Donc on sait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et les réflexions que nous avions il y a 20 ans sur la responsabilité, elles sont aujourd'hui quasiment abouties et peut-être même dépassées. Et ce qu'on veut faire avec ce nouveau texte, et là c'est une révolution. Donc oui, ça change. C'est plus d'obligations avant que le problème ne se produise, plutôt que de rechercher les responsables après le problème. Alors vous dites que la responsabilité qui était posée uniquement sur l'hébergeur ne permettait pas d'intervenir en amont. Alors, les règles de responsabilité sur les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, elles sont insuffisantes puisqu'elles s'appliquent après le problème. Et on a vu, avec évidemment l'émergence des réseaux sociaux notamment, qu'il valait mieux agir avant le problème. C'était beaucoup plus efficace. Et c'est ça que ce texte, j'espère, va permettre. Oui. Votre avis sur cette question, Julien Pillot, est-ce qu'on est face à un changement majeur qui va arriver en Europe en matière d'expérience pour nous dans les services numériques? Je vais faire la même réponse que Anne, en fait, oui et non, parce que ça va dépendre aussi de la façon et l'efficacité en fait que l'on mettra pour faire appliquer toutes les dispositions. Mais il est vrai qu'il suscite beaucoup d'espoir, ce règlement. Il a suscité également beaucoup de réactions, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, où on va regarder très concrètement ce qui va être fait dans les prochains mois, les prochaines années en Europe pour éventuellement s'en inspirer. Donc c'est quelque chose effectivement qui répond à des problématiques qui sont profondes, qui sont aussi, qui ne datent pas d'hier en fait, sur le web et surtout le web 2.0, le web social. Et il s'agit en fait de se donner les moyens, comme l'a dit Anne, de modifier les comportements de façon à prévenir les problèmes, les risques, plutôt que d'essayer de les réparer ex post avec beaucoup jusqu'à présent d'inefficacité en la matière. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà quand même l'ensemble de ces règles en tête et qui étaient déjà applicables, je dirais? Parce que si je reprends les principales modifications, responsabilité algorithmique, alors ça c'est peut-être ce qu'il y a de nouveau, on va demander l'accès aux algorithmes aux plateformes. Enfin, on ne sait pas exactement comment, jusqu'où, qu'est-ce qu'on va en faire finalement de cet accès aux algorithmes? Alors, on va mieux comprendre comment et pourquoi et par qui les contenus clivants sont aussi bien diffusés et mieux diffusés que les autres. Parce que ça, c'est un point extrêmement important, récent, mais on a vu des exemples d'ailleurs dans l'actualité très graves, très lourds. Donc ça va permettre cette meilleure compréhension. Il faut savoir aussi que les grandes plateformes auront l'obligation d'ouvrir leurs données aux chercheurs. Je pense à vous. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance, en fait. Et qui dit meilleure connaissance, dit ensuite meilleure action possible. Donc ça, c'est un des pans de l'arsenal nouveau, qui effectivement est très important. Qu'est-ce que ça, juste pour rebondir justement sur l'accès aux algorithmes, qu'est-ce que ça exige comme condition pour que ce soit exploitable ? Vous devez avoir accès aussi au jeu de données qui est utilisé pour nourrir l'algorithme. Jusqu'où vous devez aller dans la transparence pour vous en servir? En fait, pour essayer d'être le plus clair possible sur cette question-là, il faut qu'on arrive à comprendre finalement quelles sont les règles qui régissent la façon dont les algorithmes poussent un certain contenu plutôt qu'un autre. Tout simplement, pourquoi? Parce que le modèle économique de la plupart des plateformes sociales sur Internet se nourrissent finalement de l'engagement. Si je crée de l'engagement, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre conséquent d'utilisateurs de mon service qui va s'y connecter souvent et longtemps. On est dans l'économie de l'attention. Et comme il va s'y connecter souvent et longtemps, ça va me permettre, moi, de l'exposer davantage à des contenus publicitaires
et aussi de mieux exploiter ces données à des fins de monétisation. Mais c'est aussi ce qui a le plus de conséquences sur les fractures dans la société. Effectivement, parce qu'on s'est rendu compte sur certaines grandes plateformes sociales que souvent les contenus qui ressortent en premier sont les contenus les plus clivants, qui amènent des controverses parfois très violentes, que le droit et la loi réprouvent par ailleurs. Et d'un côté, ça crée des problématiques sociales qui sont très importantes, mais de l'autre, les plateformes y trouvent leur compte parce que ça leur génère beaucoup de revenus. Donc le DSA vise à modifier ces comportements et la transparence dans les algorithmes peut nous permettre à nous, chercheurs, mais également à des organismes indépendants qui vont auditer les plateformes, en tout cas les plus grosses d'entre elles, à intervalles réguliers, d'essayer de comprendre quelles sont les règles de codage de ces algorithmes pour voir s'il n'y a pas la possibilité de mettre un peu plus d'éthique peut-être dans ces règles-là. Est-ce que ça pourrait être un outil juridique, ça, cet accès à l'algorithme ? Alors ça sera sûrement une occasion de procédure juridique, en tout cas, puisque ce droit d'accès existe. On le fera respecter. Alors je dis on. Il y aura sûrement des associations d'utilisateurs ou même des particuliers ou des entreprises qui chercheront à exercer ce droit. Mais là, on parle des très grandes plateformes, oui. Celles qui ont donc des utilisateurs actifs en moyenne de 45 millions par mois. Le DSA, ce n'est pas seulement les très grandes plateformes. Et là où il y a aussi une innovation dans le DSA, peut-être que je déborde un petit peu la question, mais c'est justement de créer des obligations différentes selon les activités des intermédiaires du numérique, selon leur taille. Et ça, c'est très important parce qu'on s'est beaucoup plaint, à propos d'autres textes, comme le RGPD d'ailleurs, que toutes ces obligations étaient très lourdes pour une petite entreprise, même si elles étaient supportables pour d'autres. Et là, on a voulu justement moduler et tenir compte de la taille et de l'activité des acteurs du numérique. Et ça, c'est un excellent point, puisque par exemple, les toutes petites entreprises sont exonérées de la plupart des obligations nouvelles. C'est vrai, ça c'est un point positif. Est-ce que, si je prends une autre règle de ce DSA, les plateformes en ligne qui devront retirer leurs produits, services, contenus illicites rapidement après leur signalement, ça ne va pas changer énormément la donne? Ah non, mais ça c'est sûr. Est-ce que c'est nouveau? Réponse non. Non, bon. Ça existe déjà. Ok. Renforcement de la protection des mineurs. Interdiction supplémentaire relative à la publicité ciblée pour les mineurs, au ciblage fondé sur des données sensibles. Ça aussi, c'est déjà le cas. On a justement le règlement sur la protection des données personnelles qui quand même encadre ce ciblage et la protection des mineurs. C'est une évidence. Alors, je continue. Les utilisateurs seront mieux informés de la manière dont les contenus sont recommandés. Alors ça reboot avec les algorithmes. Sur les places de marché, elles devront renforcer les contrôles permettant de prouver que les informations fournies par les vendeurs sont fiables. Là, c'est une question de responsabilité. Donc, on revient sur ce que vous disiez, on renforce la responsabilité des plateformes. On renforce, les obligations. C'est des obligations de vérification ex ante pour que le problème ne se produise pas. Et ça, c'est pour moi la grande évolution du texte. Parce que depuis 20 ans, encore une fois, on a fait tourner les règles de responsabilité à notre disposition et on arrive après le problème. Donc là, la nouveauté, c'est ça, on est avant le problème. L'idée, c'est vraiment de moduler les comportements, mais des deux côtés finalement du marché. À la fois le comportement des utilisateurs qui vont se sentir peut-être davantage surveillés, davantage encadrés et davantage aussi proactifs dans leur capacité à pouvoir signaler des contenus qui seraient illicites ou offensants. Et puis de l'autre côté, la responsabilité, effectivement, avec toutes les obligations qui vont de pair, des opérateurs de plateformes et notamment des opérateurs de méga plateformes qui jusqu'à présent, effectivement, étaient soumis à des obligations, mais sans toujours mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir tout simplement s'y conformer. Alors, la responsabilité des utilisateurs, ça touche le sujet aussi de la désinformation. Est-ce qu'il vous semble, Julien Pillot, que ça va assez loin sur ce sujet, le DSA ? Point d'interrogation. Point d'interrogation dans la mesure où, encore une fois, le DSA, pour l'instant, c'est un accord, d'ailleurs, un accord provisoire. Oui. Mais on ne voit pas encore très concrètement la façon dont il va être appliqué. Ni à partir de quand, même si on a pour l'instant une grande date qui est 2023. Anne vous confirmerez. Mais donc, on va apprendre quelque part à se munir de ces nouvelles armes que nous permet que nous confère le DSA et voir comment est-ce que très concrètement on va pouvoir les appliquer dans
toutes les affaires aujourd'hui sur le Web 2.0 qui peuvent poser problème, y compris en matière de désinformation. Le problème de la désinformation, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on l'a vu en campagne présidentielle, par exemple, il y a des campagnes de désinformation qui visent à discréditer ou accréditer un candidat plutôt qu'un autre. Ça vise à modeler l'opinion avec toute la puissance que confèrent les caisses de résonance sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il va falloir mettre en place des garde-fous pour lutter contre cette désinformation, mais finalement, quel est l'organisme certificateur qui dit qu'une information est une information et pas de l'intox, pardon. Le juge. Le juge. Mais là, on est sur une procédure qui peut... Là, on est sur une procédure classique. Ça veut dire qu'on est au-delà du cadre du DSA. Qu'est-ce que peut changer justement ce règlement en matière de désinformation ? Pour moi, il ne change pas grand-chose. On a une loi en France sur cette question de la fausse information, puisqu'on appelle ça plutôt fausse information. Oui. Et on a une instance qui est chargée de vérifier que les acteurs du numérique respectent la loi. C'est le CSA. Enfin, l'ex-CSA, puisqu'il a changé de nom. Et il a l'ARCOM. Voilà. C'est pareil. Il a déposé son rapport l'année dernière au sujet justement, il a passé au crible les acteurs du numérique qui voulaient bien répondre à ces questions pour vérifier si les obligations en matière de lutte contre les fausses informations étaient ou non respectées. Alors le bilan est plutôt mitigé, on va dire. Mais on a les outils. On a les outils juridiques. La question, c'est leur effectivité. Et ce que va changer le DSA, c'est qu'il va renforcer l'effectivité des outils, puisqu'il s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne, de la même manière. Et il s'applique dès lors que le public de l'Union européenne est visé. Donc, c'est un outil juridique beaucoup plus efficace qu'une simple loi dans un État membre qui s'applique avec difficulté en dehors de l'espace purement interne. C'est-à-dire que ça donne plus de force, peut-être, à notre arsenal juridique. Et d'un autre côté, finalement, ça peut simplifier la vie aussi des GAFAM, puisque une même règle va s'imposer sur tout le territoire de l'Union européenne plutôt que diverses règles dans divers pays. Je voulais aussi vous faire entendre et voir Thierry Breton, le commissaire européen, qui s'est déplacé pour rencontrer Elon Musk et faire un peu de pédagogie auprès de lui. Il nous a posté une vidéo hier soir. Alors, c'est en anglais, mais évidemment, on en parlera, nous, en français, pour tout expliquer, ceux qui ne seraient pas totalement à l'aise avec la langue. So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And of course, we discussed many issues, and I was happy to be able to explain to you the DSA, yes. A new regulation in Europe. And I think that now you understand very well. It fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think. I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind, and you know, I think just anything that you know my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. No, thank you very much. That's again a good example. Then when we see that it could be some differences, especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, yes, as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did. And I'm happy to see that we align. Sounds good. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right. Bon, quel moment incroyable. Donc Thierry Breton a posté cette vidéo hier soir. Alors pour résumer ce qui est dit, en fait, il a jugé que c'était utile surtout d'aller en parler de vive voix avec le nouveau propriétaire de Twitter, notre commissaire européen. Hein. En gros, il dit quand on ne s'entend pas, c'est mieux de s'en parler directement. Petite leçon qu'il passe à Elon Musk. Et puis finalement, il lui a expliqué quelles étaient les principales règles de ce DSA qui allait s'appliquer. Et Elon Musk dit, mais moi, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je suis tout à fait en ligne avec visiblement ces règles européennes. Et ma compagnie, ma société fera tout ce qui est nécessaire de faire pour respecter ces règles. On verra. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Écoutez... Déjà, il ne peut pas dire l'inverse. Pour commencer. Mais il a quand même accepté de tourner la vidéo. Il aurait très bien pu refuser. Hein.
quand même, on refuse pas une Parce que c'est une invitation. visite tout à fait informelle. Peut-être, mais non, je crois que ce qui m'a d'abord frappé dans cette vidéo, c'est déjà le changement aussi de ton de Thierry Breton. Je crois qu'il faut en parler parce que lorsque Elon Musk s'est porté candidat au rachat de Twitter, Thierry Breton, au même titre que Cédric O, ont de suite dégainé des communiqués de presse ou des tweets d'ailleurs, Oui. pour expliquer toute la fermeté de la Commission européenne dans leur volonté d'appliquer le DSA aux méga plateformes et à Twitter en particulier. Oui, c'est vrai qu'il avait même dit, de toute façon, Elon Musk sait très bien, il connaît très bien les règles. Visiblement pas Absolument. suffisamment, parce qu'il allait se déplacer pour lui réexpliquer. Donc ça, c'est le premier point que je retiendrai. Le deuxième point, c'est de l'autre côté de la barrière. C'est Elon Musk qui a l'air de dire oui, non mais moi, ça me pose aucun souci. Même je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été promulgué dans le DSA, toutes les règles du DSA, mais là aussi, il y a peut-être un hiatus parce que ça rentre en dissonance avec certains éléments qu'il a pu énoncer au préalable en disant que quand même l'une de ses volontés qui le pousse à se porter acquéreur de Twitter, c'est de réinstaurer une sorte de liberté d'expression qui aurait disparu du fait d'une censure excessive et surtout très largement ciblée du côté, on va dire, extrême droite de l'échiquier politique américain. Donc s'il va au bout de sa logique, lui qui se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression, on peut imaginer que sur Twitter puisse se tenir des propos, et c'est déjà le cas en fait aujourd'hui, qui sont très largement en dehors des clous de la légalité et qui pourraient tomber sous le coup du DSA. De toute façon, Est-ce qu'il faut y voir que justement dans le DSA, finalement, il n'y a rien qui gêne cette volonté de moins modérer peut-être le réseau social? Ah si. Twitter, c'est une de ces très grandes plateformes. Et les obligations mises par le DSA à la charge de très grandes plateformes, elles vont changer la donne. Alors, évidemment, Twitter pourrait ne pas jouer le jeu, mais il dit le contraire, donc on verra. Mais aujourd'hui, le DSA oblige, enfin demain... En même temps, Elon Musk a toujours dit on respecte la loi, enfin voilà, on veut plus de liberté d'expression, mais pas pour Mais on est autant tous pour la liberté pas d'expression. respecter la loi. Il n'y a pas de problème, la liberté d'expression, on est tous pour. Ce n'est pas une question de liberté d'expression, ce qui se passe sur Twitter, c'est autre chose. C'est une désinformation, c'est un détournement de la liberté, c'est un abus de la liberté, ça n'a rien à voir. Et ce que le DSA propose, c'est que ce type de grande plateforme fasse des audits systémiques, des analyses systémiques, des risques qui sont l'occasion de développer. Donc on va voir si Twitter le fait. Et si Twitter le fait, et ça c'est nouveau, c'est vraiment nouveau, c'est pas un gadget, on apprendra plein de choses sur son fonctionnement. Donc s'il dit qu'il respecte le DSA, il le fera par exemple. Mais aujourd'hui, moi ce que je peux dire, c'est que sur le terrain judiciaire, Twitter est tout à fait réticent à la transparence, à l'analyse. Twitter refuse de fournir des informations quand le juge le demande. Twitter se défile. Donc on verra demain. Moi, je ne dis pas que c'est pas possible. On peut changer. Changement de propriétaire, changement de méthode, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne prouvent pas leur volonté de respecter la loi. Et je voudrais quand même souligner encore une fois, c'est pas du tout une question de liberté d'expression. Ça, on est tous d'accord. On est tous pour la liberté d'expression. C'est pas ça, hein. Non, mais justement, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. On peut tout à fait être pour davantage de liberté d'expression tout en respectant la loi et les règles. Alors, je voulais aussi qu'on analyse l'impact du côté économique. Qu'est-ce qui peut changer sur le volet économique, ce nouveau règlement européen ? Alors, si si ce n'est pas son job, parce qu'on a un autre règlement qui est sur la législation commerciale. Le DMA. Le DMA. Il peut changer quand même 2-3 petites choses assez substantielles, le DSA. La première, c'est occasionner des coûts supplémentaires de mise en conformité pour pouvoir tout simplement mieux modérer les plateformes ou les réseaux sociaux. Donc il y a des coûts directs, il y a peut-être des coûts indirects aussi, ou un manque à gagner indirect qu'on commence à percevoir, qui serait de dire à partir du moment où on va faire beaucoup plus attention en matière de ciblage publicitaire, notamment sur des données qui sont très sensibles, comme l'orientation religieuse ou sexuelle des personnes. On sait que les annonceurs sont très friands de ce type d'ultra-ciblage. Peut-être que si on peut moins le faire, voire plus du tout le faire, il y aura peut-être des recettes publicitaires en moins pour les plateformes. Il y a aussi des... C'est-à-dire qu'on pourrait même voir arriver un modèle payant sur les plateformes numériques, En fait, ce que n'exclut pas Elon Musk avec Twitter.
il existe déjà. Il y a une offre qui s'appelle Twitter Blue, par exemple, alors qui n'est pas du tout effective en France, mais qui existe déjà aux États-Unis, au Canada, en Australie aussi, il me semble, qui est déjà une offre de Twitter par abonnement, et Elon Musk ne l'exclut pas non plus. Donc, à voir. Ça pourrait être un modèle, ça, qui serait poussé par l'arrivée de règles comme le DSA. Ça pourrait effectivement occasionner ce type de bouleversement de business model, tout simplement pour reconstituer des recettes que l'on aurait perdues ou qui auraient été impactées par des coûts supplémentaires nouveaux par ailleurs. Et puis peut-être que la modification des comportements aussi pourrait occasionner une certaine désertification de certaines plateformes, et qui dit moins de flux, dit par définition moins de recettes aussi, donc à surveiller. Un avis là-dessus, non, parce que c'est un volet économique. Oui, bon. On a aussi Apple dans la boucle en ce moment, qui est un peu dans la tourmente au niveau européen. Est-ce que là aussi, vous y voyez des conséquences pour Apple, pour des entreprises qui, elles, ne reposent pas sur ce marché de l'attention, a priori? Non, mais Apple serait davantage, je pense, aujourd'hui impacté par le DMA. On l'a vu très récemment d'ailleurs, il y a la Commission européenne qui a communiqué des griefs à Apple dans le cadre d'une affaire qui vise son service Apple Pay. Oui. Et Apple Pay, clairement, tombe un petit peu sous le coup du DMA qui cherche à encadrer. D'ailleurs, on avait fait une émission il y a quelques temps autour du DMA ici même, où on avait expliqué que finalement, le DMA cherche à encadrer l'activité des gatekeepers. Ce sont ces opérateurs très particuliers qui, de fait de leur qualité, peuvent contrôler l'accès au marché sur le plan technique et commercial. Apple, dans le cadre d'Apple Pay, a cette qualité de gatekeeper, et aujourd'hui, la Commission européenne lui a communiqué des griefs pour lui dire qu'il n'est pas impossible de penser que son service Apple Pay soit finalement constitutif d'un abus de position dominante, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire du paiement sans contact avec un iPhone, vous n'avez pas le choix. Ça passe par Apple Pay. Donc ça, ce serait plutôt du côté du DMA. Est-ce que ce Digital Services Act pourrait servir de règle à l'international, c'est-à-dire plus loin que les frontières européennes? Alors, les promoteurs du DSA en rêvent, en disant que c'est le cas pour le RGPD, et donc ils voudraient faire aussi bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un texte qui est un texte de consensus, extrêmement complet, je pense réussi. Avec beaucoup de discussions, beaucoup de travail. Oui, pourquoi pas. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Anne Cousin, avocate associée au cabinet Hérald, et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Juste après la pause, on se retrouve pour notre chronique J'y crois au chiffrement de bout en bout.